bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 22 octobre. Il y a aujourd'hui une conférence extrêmement importante puisqu'il s'agit de la prise en charge d'une personne, quel que soit son âge, confrontée à une infection. Cette infection, si on ne la prend pas en charge de manière rapide, précoce, médicale et en présentiel, elle peut évoluer vers donc, des complications, souvent sévères, qui nécessitent hospitalisation, urgence ou décès. Voilà donc l'importance de cette conférence qui est bien entendu factuelle puisqu'il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été prises en charge par Lagardère et par moi-même, d'où cette prise en charge qui a été constatée par Justice et Justice et qui sera développée lors de cette conférence. Du fond du cœur, je remercie l'équipe, donc l'équipe fidèle qui m'a accompagné durant ce voyage de 170 km de Mons à Stoumont, qui ont eux-mêmes été pris en charge donc, et soignés, sauvés face à une infection sévère qui a nécessité vraiment un traitement important à domicile, en médecine générale, sans être hospitalisé. Il ne faut jamais oublier qu'une infection peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Aujourd'hui, vous respirez bien, vous êtes en bonne santé, vous êtes dans le bonheur, mais en quelques instants, en quelques minutes, en quelques heures ou jours, vous pouvez vous retrouver avec une infection sévère. Et voilà pourquoi la prévention est importante, voilà pourquoi la prise en charge est importante, je la développerai, et quand on a la chance d'être soigné et sauvé d'une pneumonie ou d'une grave infection telle qu'une septicémie, je pense que ça doit faire réfléchir chacun. N'oubliez pas, le malheur des autres peut être votre malheur à tout moment. Réfléchissez à cette phrase. Et donc merci à tous ceux qui ont fait le déplacement jusque Stoumont aujourd'hui, ce dimanche 22 octobre 2023. Voilà, merci. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être venus. Parce que nous avons des Montois, des Carolos, nous avons des personnes qui sont venues un petit peu de partout. 170 km, hein, donc, mais qu'est-ce que c'est que 170 km quand c'est pour sauver des vies? Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont décidé dans leur vie d'aider, d'informer et surtout de soigner et de sauver. Donc j'ai mon ami Pierre qui est ici, mon confrère et ami. Merci en tout cas d'être là. Où est-ce qu'il est, Pierre? Oui, c'est toi, c'est bien toi. Moi, je te vois dans l'émotion, mais merci en tout cas de m'aider sur Liège. Merci Pierre, c'est bien gentil. Alors, on ne va pas parler théorie, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas parler d'études à droite et à gauche, venant de Marseille ou d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi et mon équipe et mon épouse, qui est infirmière de cœur, qui a eu beaucoup de malheur, avec son frère, son père, et moi-même, qui ai perdu mon frère d'un suicide et ma grand-mère qui a été victime de maltraitance par mon propre père. Il y a dans le sang, et appuyé par un serment d'Hippocrate, par un code de déontologie, par une loi du patient, mais surtout par cette vocation, quand on est médecin, d'être sensible à la souffrance de l'autre, se mettre à la place de l'autre qui est en souffrance, et donc essayer de trouver des solutions. Alors évidemment, on a commencé donc en 2016. Cette dame, c'était déjà une des premières tristesses de ma vie de médecin. Tuberculose, stade terminal, chez une personne donc en pauvreté. Quand je suis arrivé, c'était trop tard, le médecin traitant n'était jamais passé depuis 8 mois et elle est décédée à l'hôpital le jour même de ma visite. Alors évidemment, c'est très facile de trouver des solutions. Et la solution aujourd'hui, elle est dans une prise en charge complète. Malheureusement, avec cette crise Covid, cette crise sanitaire depuis 2020, cette prise en charge ne commence plus à la consultation. Elle commence bien avant. C'est-à-dire, je vous demande quelques instants de vous mettre à la place de celui qui souffre, qui est en manque d'oxygène, qui a 40 de température, qui a des symptômes tellement importants qui sont dans la souffrance et la détresse. Et ce que je vous dis maintenant, un coup de téléphone vient de tomber, cette personne qui est en souffrance, qui est en infection et qui n'est pas
aidés par personne, quittent Bruxelles pour venir maintenant se faire prendre en charge. On en est là aujourd'hui. Pourtant, nous sommes en Belgique. Toute personne qui a des problèmes médicaux, ils ont quand même autour d'eux des aides faciles sur le papier. Le médecin traitant, le médecin de garde, le 1733, le 112, l'ambulance, l'hôpital, et vous avez toutes les associations. Et j'ai la preuve aujourd'hui, par la présence de Nicole, c'est que maintenant, même à l'hôpital, il faut aller rechercher les patients, parce qu'on les laisse dans leur chambre, avec du dafalgan, avec un traitement à minima, vis-à-vis d'une septicémie et vis-à-vis d'une pneumonie. Et heureusement qu'elle a quitté l'hôpital. Heureusement qu'elle a quitté l'hôpital, parce qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Et on peut dire que c'est déjà plusieurs mois en arrière. Alors, cette prise en charge, je vous l'ai dit, elle commence déjà quand on est chez soi, seul, abandonné, souvent âgé, sans voiture, sans famille, et qui a besoin d'aide. Et donc, le premier chapitre, la première solution que nous avons apportée pour toutes ces personnes, c'est de leur offrir, leur donner un moyen de nous appeler. C'est-à-dire le 0812 505 est un numéro national et gratuit. Gratuit, mais nous, ce n'est pas gratuit, donc c'est vos dons qui nous aident à payer cette facturation. Il y a toutes les plateformes de réseau, bien entendu, pour donner la possibilité à une personne en danger de pouvoir être pris en charge. On en est là en Belgique. Une fois que le contact a été établi, à ce moment-là, on peut recevoir les patients ou on peut aller vers eux. C'est le principe de Lagardère, ce fameux film. Si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Si tu ne sais pas aller vers les soins de santé ou vers une aide médicale, l'aide médicale peut venir chez toi. Et voilà pourquoi nous avons mis en route, en œuvre, un centre médical à Mons, avec des petites antennes en Belgique et en Wallonie, et un véhicule, 2 véhicules, un médical rapide, qui est devant la salle ici, et un mobilo médical, donc un véhicule qui permet une hospitalisation à domicile d'urgence pour seniors. Donc, une fois que la personne est prise en charge, à ce moment-là, il y a la suite de la consultation qui continue, une consultation médicale précoce, complète, en présentiel, dont je vais vous expliquer un petit peu le détail. Mais avant, peut-être, d'aller plus loin, Francine, où es-tu, Francine? Qui va dire ce témoignage? Parce qu'il faut se mettre dans la peau de celui qui a besoin d'aide. Et quand on les découvre, ces personnes, on se dit, mais comment est-ce possible d'être dans une maison sans aide médicale, sans traitement approprié, sans dignité, et même certains, sans logement. Voilà, donc, tu as un micro? Non. Ah, allez, viens près de moi, mon ami. Viens près de moi, mon ami Serge. Voilà, écoutez bien, c'est important. Cher docteur, j'espère que tu ne me feras pas grief de te tutoyer, mais cela me vient tout naturellement, comme on le fait pour un ami précieux et qu'on apprécie. Ainsi, grâce à ton dévouement, à ta générosité, j'ai franchi un pas que je me refusais de faire depuis quelques années déjà. Le délabrement généralisé de ma santé et une solitude exacerbée m'avaient rendu sans volonté quant à me soigner correctement. Sans sombrer dans la dépression, je me résignais à subir chaque nouvelle douleur, chaque handicap de plus. J'avais abandonné mes consultations de spécialistes, de mes 2 ophtalmologues, un privé et un spécialiste laser, de mon cardiologue et de ma dermatologue. Il faut dire que, sachant à peine marcher, les derniers transports par des bénévoles de la mutuelle
effectué il y a 4 ans, s'était révélé très difficile pour moi. Je me laissais aller stoïquement vers la fin. Il a fallu que je me sente particulièrement mal, un vendredi. Mon médecin traitant étant en vacances, après le refus de ses confrères locaux qui ne me consultent plus à domicile, qu'une amie de Facebook me conseille de te contacter, ce que je fis sans conviction. Un quart d'heure après avoir laissé un message, tu m'as répondu. Et constatant ma détresse, tu m'annonças ta visite le lendemain, un samedi matin. Ce que tu fis, c'était exceptionnel. La suite, tu la connais. Une longue et complète anamnèse et une prise de sang. À ta deuxième visite, tu es venu à me convaincre de consulter un neurologue, réfutant mon incapacité de m'y rendre, me promettant d'assurer le transport et de m'accompagner chez mon confrère. Et après m'avoir demandé où je voulais que cela se passe, et tu pris même rendez-vous pour moi. Je ne connais pas de médecin qui aurait fait la même chose. La suite vient de se dérouler aujourd'hui. Tu es venu me chercher, tu m'as aidé, te chargeant de mon fauteuil roulant et me soutenant car je tenais à peine debout. J'ai été rassuré par le spécialiste. Cela m'a fait un bien fou et mis du baume au cœur. Détail amusant, la déclaration du spécialiste. C'est la première fois que je vois un confrère accompagner son patient à ma consultation à plus de 100 km de son cabinet. J'attends maintenant tes conclusions, le traitement à suivre. Docteur, vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu de toute ma vie. Et là, je vous vois pour le respect, pour la reconnaissance que je vous dois et que vous méritez amplement. René Thirion, dit Georges Bleuet, le poète de Périgord. Et donc, de la région de Liège, on est descendu. Donc je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile, cette route, qui a dû être faite à 3 reprises. Alors maintenant, on va passer quand même à du concret. Concret au niveau de la consultation. Consultation, donc vous voyez qu'il y a toute une panoplie de prise en charge, des plus tristes aux dramatiques, des problèmes de logement, des problèmes de privation de soins, privation de dignité. Mais la prise en charge, elle est la même. Alors, pour que je ne me fasse pas en irlandais dans un livre, nous sommes dans l'infection. Donc cette prise en charge d'une infection. Et vous savez bien que cette infection, il faut la connaître, cette prise en charge. Parce que non seulement nous avons vécu des années noires au niveau médical, au niveau médecine générale, de 2020 à aujourd'hui, mais ça peut se reproduire. Et on sera toujours dans le même cas. Alors moi, je vous dis haut et clair que toute infection en médecine générale peut être prise en charge, peut être soignée et peut guérir le patient. Mais pour une telle phrase, il faut une prise en charge complète. Alors évidemment, je monte parce que le matériel, il est là. C'est dommage que l'ordre n'a pas entendu ce message parce que j'ai de nombreuses fois essayé d'être entendu et il n'y a pas ni ministre, ni ordre, ni presse qui a pris cette prise en charge en compte. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont décédées par privation de soins. Alors, démarrons cette consultation. Cette consultation, j'ai oublié de le dire, je redescends pas, mais j'ai oublié de le dire, le document est là, parce que cette prise en charge a été constatée par un huissier de justice à Mons, en présence d'une personne qui venait de Charleroi, en hypoxémie massive, ça veut dire une privation d'oxygène massive, dont personne ne voulait prendre en charge dans cette région. À tel point qu'on devait, à Mons, lui mettre 15 litres d'oxygène. On les avait, ces grosses bonbonnes blanches, on les a. Et donc celui-ci a été complètement
outré de voir comment on peut prendre en charge des personnes atteintes de pneumonie qu'avec du Davac. Alors, quand la personne est installée dans le véhicule, à domicile ou dans un centre, la première chose, c'est de l'écouter, c'est-à-dire d'entendre une anamnèse, un interrogatoire complet, savoir ses antécédents, ses maladies, son traitement, savoir ce qui s'est passé juste avant cette consultation devant une infection sévère. Après l'anamnèse, entouré de merveilleuses infirmières, bien entendu, nous faisons un travail d'équipe. N'oublions jamais ce travail d'équipe qui permet le succès de la prise en charge. Mais nous allons examiner le patient. Examiner le patient avec ce moniteur, la tension artérielle, le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, avec un thermomètre. On regarde la gorge, on ausculte, on fait un examen médical complet. C'est tellement simple de le dire que c'est compliqué pour certains à faire. Surtout quand on n'est pas en présentiel, bien entendu. Alors évidemment, après cet examen, qui, je le rappelle, je le souligne, est important pour en connaître le diagnostic. C'est le diagnostic qui compte devant une infection. Et, accessoirement, secondairement, il y aura un traitement. Et vous le savez mieux que moi, combien de fois n'a-t-on pas entendu des traitements précoces, sans examen au préalable? Non, il faut une consultation complète, et après le diagnostic, et après le traitement. Et quand l'examen clinique est terminé, en Belgique, le médecin a la liberté thérapeutique. Il peut faire une prise de sang comme il le souhaite. Donc, vous voyez les tubes, une prise de sang complète. Pourquoi une prise de sang complète? Parce qu'elle va donner une information de votre état de santé. Qu'est-ce qui se passe que vous êtes malade aujourd'hui face à une infection? Pourquoi êtes-vous venu avec de la température, avec des difficultés respiratoires, avec une complication sévère d'une infection virale, comme la grippe, la Covid et d'autres? Eh bien justement, la prise de sang qui est réalisée à la première consultation va déjà me donner une indication sur ce que votre système immunitaire, sur ce que votre santé est en train de lutter. Y a-t-il quelque chose de grave à la prise de sang? Oui ou non? Les tubes colorés rouges vont me donner une indication sur le taux de CRP. Le CRP passe pas aller dans le détail, ça ne sert à rien. C'est simplement un indicateur d'inflammation et d'infection. Dans le laboratoire avec qui on travaille, la norme est de 8. Entre 0 et 8, pas de souci. Je peux vous dire qu'avec les 5000 prises de sang que nous avons réalisées depuis janvier 2020, nous avons des taux de CRP qui sont montés de 8 à 500. Ça veut dire que la personne qui est devant moi était en train de lutter contre soit une pneumonie, soit une septicémie. Et si je ne prends pas la décision thérapeutique adéquate, c'est le décès. Les personnes qui sont venues dans de cas pareils, il y en a qui sortaient des urgences, ou il y en a qui étaient hospitalisés. Donc, il ne faut pas venir croire que l'hôpital aurait fait mieux. Non. Preuve à la preuve. Et donc, sur une valeur, rien que sur CRP, on peut déjà dire que la personne est en danger ou pas.
Ce CRP, grâce au laboratoire avec qui on travaille, nous avons le résultat quelques heures après, presque aussi rapidement que dans un service d'urgence. La deuxième analyse qui est importante, ce sont les tubes bleus. C'est l'analyse des dédimères. Ces dédimères, on ne les faisait pas souvent avant 2020, mais à partir de 2020, quand la Covid est arrivée, c'était une mesure importante, prioritaire. Pourquoi? Parce que ce virus déclenchait des lésions capillaires par la protéine spike, et ces lésions capillaires provoquaient des saignements et puis de la coagulation. Et vous devez savoir que si la coagulation touchait un organe vital, les poumons pour l'embolie, le cerveau avec son AVC, le cœur avec l'infarctus, ben c'était un risque d'hospitalisation, de soins intensifs et de décès. Donc ces dédimères, qui doivent être en dessous de 500 ou en dessous de 1000 pour les personnes âgées, ben il y en a qui ont eu 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Hier, en urgence au cabinet, ce monsieur avait 4 000. À son insu, donc pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Mais les dédimères élevés doivent nécessiter une prise en charge. Et donc, vous le savez, j'en parlerai après, mais donc, c'était à mettre en route les anticoagulants le plus rapidement possible. Donc, CRP, dédimères, déjà deux valeurs extrêmement importantes. Alors, évidemment, le restant de la prise de sang, ça va faire mal pour certains, mais je dois quand même le dire. Quand on est devant la Covid, quand on est devant des infections aussi graves, au niveau thrombose, ben, on peut doser des marqueurs cardiaques en médecine générale. Donc, ça veut dire que ce Covid qui peut attaquer le cœur, provoquer des thromboses, ben, on a à ce moment-là une élévation des marqueurs cardiaques qui peuvent s'apprécier par rapport à la prise de sang. Évidemment, quand on fait une prise de sang complète d'une personne que l'on ne connaît pas, ben, c'est toujours important cette prise de sang complète parce que nous avons fait des diagnostics de cancer, nous avons fait des diagnostics de diabète, nous avons fait des diagnostics de maladies extrêmement graves et nous avons aussi, par rapport à ces prises de sang que nous avons effectuées depuis 2020, on peut apprécier aussi la qualité, la puissance du système immunitaire. Alors, vous devez savoir, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent aujourd'hui, c'est qu'il y a une sévérité associée entre une carence en vitamine D, une carence en zinc, une carence en vitamine C et les infections sévères. Alors évidemment, quand on a commencé à prendre autant de patients, puisqu'on est quand même à plus de 20 000 patients, quand on a pris ces patients en charge et qu'on a fait des prises de sang, on s'est rendu compte que les Covid sévères, les infections sévères sont liées à des carences importantes. Et j'en suis la première victime. Quand j'ai eu un Covid en octobre 2020, j'avais une vitamine D à 8, alors qu'elle doit être au-delà de 30. C'est quand même tout con, on fait une prise de sang, on voit la vitamine D à 8, oui j'ai la Covid, oui j'ai des dimères à 3000, oui j'ai du CRP qui grimpe à 30, et c'est tout. On met à ce moment-là un diagnostic sur ce qu'on a, par rapport aussi aux examens, aux paramètres qu'on a pris, et puis vous avez un traitement. Vous avez un traitement qui est adapté au diagnostic. Alors, le traitement, j'en parlerai à la fin. Alors évidemment, par rapport à certaines personnes qui n'y croient pas, en tant que médecin généraliste confronté à une infection Covid, il y a de l'aide aussi apportée par les tests. Il y a les tests rapides, antigéniques. Je peux vous dire que quand on a les 2 barres après quelques secondes, quelques minutes, on sait vers quoi on doit se battre et contre qui on doit se battre. Et donc on doit être attentif à ce moment-là à la prise de sang, aux paramètres qui sont pris, parce que le traitement doit être extrêmement rapide et extrêmement efficace. Je vous rappelle, je voudrais souligner
que le test rapide se fait à l'entrée du nez et pas plus loin. Et on en a fait des milliers et des milliers avec succès. Le PCR, qui est l'examen d'un fragment, je vais dire, d'ARN, j'en ai pas besoin. Mais je le fais quand même aussi à l'entrée du nez, pour confirmer plus tard, devant les tribunaux, devant l'ordre aussi, que ce PCR qui donne raison à l'antigénique, donne raison au diagnostic, il arrive trop tard ce PCR. Et il ne sert à rien pour le diagnostic immédiat. Pourquoi? Parce que j'ai eu la blague hier, j'ai fait le PCR à l'entrée du nez, oui. Le laboratoire l'a reçu dans l'après-midi et j'aurai les résultats mardi ou mercredi. Sur ce temps-là, mesdames et messieurs, l'infection a progressé, la contamination a progressé et malheureusement, des personnes seront contaminées parce qu'on n'a pas agi tout de suite. C'est important à savoir parce que le combat que je mène avec mon équipe, ce n'est pas un combat d'une infection qui est, je vais dire, c'est pas une infection qui est combattue directement par le système immunitaire, c'est une infection dont le système immunitaire est dépassé. Et donc, toujours penser aux personnes âgées, toujours penser aux personnes qui ont des cancers, qui ont des maladies, avec des comorbidités. Ces personnes-là, il faut les sauver. Et comment peut-on les sauver face à une infection aussi grave que ce Covid? C'est d'agir vite, d'agir bien et surtout de faire une prise en charge complète. Je parle beaucoup de Covid parce que beaucoup ont oublié cette année 2020. Et je peux vous dire que moi, je ne l'oublierai jamais. Parce que j'ai fait des transferts médicalisés, j'ai vu des jeunes intubés, j'ai vu des personnes qui ont été la victime de cette fameuse phrase qu'on ne soigne pas la Covid avec un traitement complet, mais avec du paracétamol. Ça doit être dans la tête de chacun. Parce qu'avant 2020, une personne qui avait la grippe, qui avait une pneumonie ou qui avait une infection virale ou bactérienne, elle était examinée complètement. Elle avait un diagnostic qui était posé et elles avaient un traitement qui était complet. Et là, à ce moment-là, on n'hésitait pas à donner un antibiotique. Depuis 2020 à aujourd'hui, ce traitement n'est pas dans l'attitude du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est, entre guillemets, bien criminel. Alors, bien entendu, vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments que jamais je n'ai mis à haute échelle avant 2020. C'est cette oxygénation à domicile qui fait partie aussi de notre prise en charge, puisque les personnes sont arrivées à Mons, ou bien que j'ai été à leur domicile, avec des saturations en oxygène à 90, 88, 86, 84, 80. Et quand on les voyait arriver, je peux vous dire que je voyais arriver la mort. Quand j'allais les consulter, j'allais consulter la mort. Et ces personnes venaient des urgences. Ces personnes venaient d'un hôpital. Ces personnes n'avaient pas d'autre solution. Et il fallait décider avec des épaules solides, parce que c'était la responsabilité qui était engagée de devoir sauver la personne en face de moi. Et donc, même en médecine générale, on peut faire des antibiotiques en intraveineux. On en a fait. Et donc, un traitement complet, sur base d'un diagnostic complet, on peut obtenir, à ce moment-là, une guérison complète. Dans les personnes que nous avons eues à Mons, et j'en ai quand même pas mal qui sont présents ce soir, aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce qu'on appelle un Covid long. Je dis bien Covid long. Donc ça veut dire qu'en 2020, toutes ces personnes qui n'ont pas été soignées de manière complète, malheureusement, ont des séquelles qui sont peut-être à vie. Et je pense à Claude de Mons, qui malheureusement n'a pas eu son Covid avec complications diagnostiquées de manière tôt, parce que le médecin traitant n'est jamais venu. Et donc après 3 semaines, nous l'avons pris en charge, et il est aujourd'hui obligé de rester chez
avec 8 litres d'oxygène donc, par minute. Il est condamné à rester chez lui. Et il n'est pas le seul. Et donc tous ces Covid longs, ce sont des Covid qui n'ont pas été bien soignés. Et ça, c'est quand même, il faut quand même le dire. Alors évidemment, les traitements, je ne vais pas aller dans les dosages, je ne vais pas aller dans des précisions sur la manière dont on les prescrit, parce que chaque personne qui a un diagnostic posé aura un traitement différent d'une personne à l'autre. Mais, la pharmacologie en Belgique, elle est dans ce livre, le répertoire commenté des médicaments, et il suffit d'utiliser ce livre. Et la personne est sauvée. Donc les grandes catégories de médicaments, et par rapport au CRP que je vous ai expliqué, par rapport à cette pneumonie, par rapport à cette septicémie, forcément que c'est l'antibiotique. C'est l'antibiotique qui va sauver la personne. Et donc, par rapport à cette Covid, ça sera toute la famille des macrolides, donc l'azithromycine, biclate et que sais-je, mais ça dépend maintenant du germe que nous avons en face pour les autres infections. En médecine générale, j'ai oublié de le dire, et c'est quand même important parce que beaucoup de médecins traitants, de médecins généralistes ne sont pas au courant. Quand vous faites la prise de sang, et que vous avez devant vous une personne qui fait de la température, et que vous voyez qu'il est sujet à une infection grave, pneumonie, septicémie, vous pouvez aussi réaliser, on appelle ça des hémocultures, en médecine générale, hémoculture. Ça veut dire que cet examen, qui est donc réalisé par le laboratoire, va nous donner une indication capitale. Est-ce qu'il y a dans le sang une bactérie qui est présente ou pas? Et non seulement vous savez la présence de la bactérie, mais en plus vous allez connaître l'antibiotique à utiliser. Vous n'avez pas le résultat tout de suite, mais quand vous mettez déjà un antibiotique de manière empirique et que vous savez que vous avez derrière vous l'hémoculture qui arrivera si jamais il y a un problème d'antibiotique, vous sauvez la personne. Et Christian, Chantal, par rapport à Edmond, vous faites la même chose par rapport à une infection urinaire, qui est une autre complication de la Covid, cette infection urinaire, qui en médecine générale, je le répète, est très facile. Récolte d'urine, bandelette, on a déjà une appréciation. Et puis l'examen d'urine part au laboratoire, et le laboratoire vous confirme s'il y a ou pas infection urinaire. Et quand vous avez tout fait tout ça, on ne peut pas passer à côté d'une infection. Parce que tout est précis, tout est factuel. Alors, évidemment, dans l'expérience, dans l'expertise, il y a aussi des infections de la peau, des infections cutanées avec des staphylocoques, mais vous pouvez perdre donc des frottis. C'est la même chose. Donc, ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que quand la prise en charge détermine l'ensemble des paramètres, on fait une prise de sang super complète, avec examen urinaire, avec hémoculture, vous allez avoir un diagnostic qui vous permet de donner un traitement qui va vous sauver la vie. Quel que soit votre âge. En décembre 2022, j'ai été appelé à Bruxelles pour une personne de 99 ans. 99 ans. Docteur, on vous a vu sur les réseaux, on vous a vu à LN24, est-ce que vous savez quand même venir voir notre papa? Pas de souci. J'entends l'histoire, je dis bon, on va y aller, parce qu'il y a sûrement une personne en souffrance dans son lit. Effectivement, 99 ans, 82 de saturation, gris. Mais alors un gris de la mort. Je me dis, David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? La famille me dit, docteur,
Vous allez faire votre travail, mais on vous le dit tout de suite, le curé est déjà passé. Le curé est déjà passé. Alors j'ai dit, voilà, je vais faire la prise en charge. Une prise en charge comme les autres. C'est-à-dire, dans la voiture, j'avais l'oxygène aussi, j'ai mis l'oxygène tout de suite. On a fait la consultation, on a fait le test qui confirmait que c'était bien un colloque positif. On a fait le dosage de l'oxygène, on a fait les paramètres, tous, sans exception. 39 de température. Puis nous avons perdu le sang complète, enfin j'ai perdu le sang complète, hémoculture. Et donc ce monsieur avait une septicémie avec un CRP dans les 400. Mais je me suis dit ici, David, tu ne peux pas prescrire du Biclar Péros. D'abord, il était quand même dans un état semi-comateux. Donc j'ai fait un traitement en intraveineux. De la cortisone, antibiotiques, de l'oxygène. Et puis je dis, on verra. Une infirmière est venue tous les jours faire l'intraveineuse. Au bout du 4e jour, pas de nouvelles. Je dis toujours, bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je téléphone, il a ouvert les yeux, il va mieux. Je suis retourné à Bruxelles. J'ai refait la même prise en charge, j'ai refait la même prise de sang. La saturation était au-dessus de 92. Et le CRP de 400 est descendu à 100. Je me dis, ici, on est dans une victoire. Mais à 99 ans, est-ce que le cœur, les reins, tout ça vont tenir? Et ça a tenu. Nous sommes en octobre 2023, il ne prend plus d'oxygène, il est toujours bien vivant, il n'a pas de Covid long, et il va très bien, et il va avoir maintenant bientôt ses 100 ans. Donc, une infection, et je pense à la tuberculose, donc une infection, quelle qu'elle soit, doit d'abord une prise en charge, s'il vous plaît. Une prise en charge complète, comme je viens de vous expliquer. Alors évidemment, oui, Véronique Hussein, cette infection de la peau, cette infection que tu as vécue, est-ce que je peux parler de votre cas, ou bien tu préfères prendre le micro? Alors, Véronique et Hussein, ça c'est la prise en charge, une des prises en charge les plus dramatiques par rapport à l'urgence, par rapport au manque de moyens. Un appel, non, c'est même pas un appel téléphonique, c'est par les réseaux, au secours, 2 personnes âgées dans un camping-car à Fleurus, sans eau, sans chauffage, sans électricité, sans soins, SDF, pas de protection sociale, pas de revenus. C'est ça. Ouais. Alors évidemment, quand j'ai été là, c'était le drame. Parce qu'en réalité, la prise en charge était à nos frais. Ça, je m'en fous. Mais ça veut dire qu'ils ont eu droit à la même prise en charge que quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, qui a une mutuelle, c'est-à-dire prise de sang, examen d'urine. Et il s'est avéré qu'il y avait une grave infection de la peau, puisqu'il y avait un ulcère au pied. Et sans rentrer évidemment dans le secret professionnel, mais découvrir un diabète aussi élevé, découvrir une septicémie aussi importante, sans soins pendant 17 mois. Monsieur est en train de payer des lésions liées au diabète qui sont dramatiques. Et encore aujourd'hui, ils se battent pour pouvoir avoir leur droit au CPAS, pour avoir leur droit de citoyens belges. Et c'est le parcours du combattant. Et c'est Charleroi, c'est la Belgique. Et ce n'est pas le cas unique. Demain, encore une infection à domicile, des personnes, cancer généralisé, maison incendie. Il faut agir aussi. Alors moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, oui, évidemment, Geneviève, l'histoire de ta maman, c'est la même chose. Il faut informer la population que quand on a
un âge avancé. Donc, 60 ans, ce n'est pas un âge avancé. Donc, quand on est âgé de plus de 60 ans, qu'on est considéré comme une personne âgée, je suis une personne âgée, eh bien, vous avez un protocole, vous avez une prise en charge de personnes âgées dans l'hôpital. Et ça veut dire que la gériatrie, elle est à droite, les soins intensifs sont à gauche. Alors là, il faut avoir de la chance. Mais en tout cas, à 2 reprises, ici, dans la salle, mais je peux vous dire qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été hospitalisées avec des Covid, avec des infections, et qui ont eu des traitements minimum de minimum. Pas d'antibiotiques, très peu d'oxygène, 1 litre ou 2, pas d'inperfusion, et donc pourtant avec les mêmes chiffres que nous avons constatés à domicile, en médecine générale, c'est-à-dire des CRP élevés. L'infection est bien présente, mais elle n'est pas soignée. Alors évidemment, quand on sort de l'hôpital, qu'on fait la prise de sang et qu'on découvre l'horreur, après on a la colère qui monte. C'est pas possible de ne pas être soigné par rapport au diagnostic qui est posé. Et c'est pour ça que vous devez tous savoir que toutes les personnes ici qui sont dans la salle et qui se sentent en bonne santé, on respire, on est en vacances, on va au restaurant, on est bien, on est dans le bonheur. Mais je peux vous dire que la santé, elle peut basculer à n'importe quel moment. Et c'est à ce moment-là que certains vont se rendre compte ce que c'est la souffrance, ce que c'est l'abandon, la solitude, l'incompréhension, la privation de soins, la privation de dignité. Et quand vous avez une expertise aussi importante, c'est pas peu de cas, c'est énormément de cas. Et c'est pour ça que on ne doit pas perdre son temps dans des traitements expérimentaux, dans des choses futiles, puisque aujourd'hui, face à une maladie, on a du mal déjà à avoir un diagnostic et un traitement. J'ai en tête ce monsieur de Mons, pendant cette période sanitaire, qui se plaignait de son abdomen, dont le médecin traitant disait que c'était une névralgie intercostale. Il lui a donné un traitement pour une névralgie intercostale à 65 ans. Il avait moins mal, mais il avait toujours mal jusqu'au jour, après 8 mois, il a demandé quand même qu'on fasse une échographie. Une échographie. Et c'était un cancer du pancréas. Avec des métastases, évidemment. Mais il est décédé. Donc ça veut dire que cancer, diabète, hypertension, infection, ça doit susciter une prise en charge dès les premiers symptômes, avec tout ce qu'on peut avoir à sa disposition en médecine générale, pour avoir un diagnostic tellement précis que le traitement va être efficace. Alors, c'est une conférence quand même assez troublante pour moi. J'ai l'impression de sortir de l'UNIF et de me demander qu'est-ce que je dois faire devant un patient qui a une infection avec des symptômes, alors qu'on a tout ce qu'il faut. C'est quand même étonnant. Aujourd'hui, je n'ai pas d'aide. Donc, au sein de notre SBL, au sein de notre fondation, je suis toujours seul médecin généraliste. Mais, dans cette prise en charge, ce qui a permis de prendre, surtout de protéger la santé de chacun, y compris les personnes âgées, c'est que j'ai mis en route une collaboration maximale. Et donc, j'ai le plus profond respect pour les infirmières et infirmiers. J'ai le plus grand respect pour les ambulanciers, pour les pharmaciens, pour toutes ces personnes qui tournent autour du patient. Et c'est grâce à cette collaboration qu'une infection a pu être endiguée
à distance également. Parce qu'une infirmière ou infirmier peut prendre les paramètres, peut regarder l'aspect général du patient. En plus, elles le font tous les jours. Et en plus, ils peuvent faire une prise de sang. Les infirmiers et infirmiers peuvent faire des perfusions intraveineuses. Et quand vous allez aux urgences, ce n'est pas le médecin qui vous reçoit, ce n'est pas le médecin qui vous examine, ce n'est pas le médecin qui prend en charge votre santé dès que vous arrivez. Ce sont ces infirmiers et infirmiers. Et donc, soyez attentifs à ce qui pourrait troubler votre santé aujourd'hui. Ne faites confiance qu'en vous. Informez-vous de manière réelle, factuelle, scientifique. Vous devez faire confiance à personne. Et celui qui vous explique votre état de santé, il doit s'appuyer de preuves, de prise de sang, d'examen, mais pas simplement sur sa parole, parce qu'alors votre vie est en danger. Ce que je voudrais dire aussi, par rapport à l'expertise, Marco vient de partir, c'est dommage, mais tous les jours, depuis 2020, je prends ces compléments, soit de manière préparée chez Marco, Peter, ici à Liège, ou soit par l'alimentation, mais en tout cas, il faut fortifier, il faut protéger, il faut aider votre système immunitaire. Parce que l'infection, la conférence traite de l'infection aujourd'hui, mais moi je voudrais vous répondre que pour vous défendre contre une infection, c'est d'avoir le meilleur système immunitaire possible par rapport à votre santé. Et donc les prises de sang l'attestent de manière évidente, cette vitamine D, ce zinc, cette vitamine C, du miel, de la moringa, des plantes, des fruits et des légumes, ça va vous donner un plus, un coup de fouet à votre système immunitaire. Mais, attention, ce n'est pas parce que vous prenez de la vitamine D par la bouche que vous devez vous dire que vous en avez assez. Le problème, il est là. C'est que tout ce que vous absorbez doit être détruit par l'estomac, passer l'intestin, amélioré ou changé par le foie, les reins. Donc ça veut dire qu'entre ce qu'on avale et ce qu'il y a dans le sang, ça fait souvent deux. Donc là même, des personnes différentes doivent peut-être prendre des dosages différents par rapport à la prise de sang. Mais si vous avez toutes ces valeurs qui servent à vous aider dans votre système immunitaire et qui sont à des taux vraiment très très hauts, alors vous avez un système immunitaire qui sera d'autant plus aidé. Et je peux vous le dire, parce qu'en ayant vu plus de 20 000 personnes, je peux vous dire que si mon système immunitaire était défaillant, je ne serais pas ici pour vous parler. On a vu des infections mais terriblement sévères. Et il n'y a que le système immunitaire qui peut nous sauver. Alors évidemment, le sport, la marche, l'alimentation, le stress, le sommeil, tout ça est important pour améliorer votre système immunitaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail aussi, parce que dans la prise de sang, notamment les tubes du ici, on peut analyser ce système immunitaire important dans la première résistance par rapport à une infection, qui est tout le bilan en globules blancs, en lymphocytes. Parce que le système immunitaire, ce n'est pas que les anticorps, c'est tout un système complexe qui fait que vous êtes toujours là aujourd'hui pour combattre cette infection. Mais quand on est âgé, il faut quand même bien surveiller tous les systèmes, que ce soit la tension artérielle, que ce soit le système urinaire, que ce soit le système pulmonaire, tout doit être surveillé. Et donc, plus on est âgé, et plus on a des symptômes, et évidemment, il faut être pris en charge, il faut être examiné, il faut être soigné, et surtout avec empathie, avec bienveillance, et avec solidarité. Parce que le malheur de l'un
peut être le vôtre à n'importe quel moment. Voilà, je vais peut-être laisser parler maintenant un ou l'autre témoignage, ou si vous avez des questions, déjà peut-être des questions importantes. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser le plus que une première question, on va dire, se lancer à l'eau? Voilà ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes, David. Disons qu'il y a chacun sa méthode, c'est un autre problème. Un peu, certains font certaines choses, d'autres font d'autres choses. Mais il y a un élément qui est important, c'est que le médecin, on commence par vous écouter. La consultation à 15 minutes, ça ne vous donne rien du tout. C'est voler l'État. C'est voler l'État que d'être consulté en 15 minutes et d'être sorti à la 16e minute. Je propose ma avant, pour gagner du temps, entre à poil et avec le fric en main. C'est beaucoup plus simple. Une arnaise demande au moins une demi-heure à 3 quarts d'heure. Et tout se dit, la plus percutant, une demi-heure, 3 quarts d'heure après, on est commencé à parler. Donc, David souligne une deuxième chose, c'est un examen clinique, complet. Et ça, c'est un élément important. On peut passer à côté plein de choses en 10 minutes. Et David a tout à fait raison. Ce sont des éléments essentiels. Alors, de notre côté, ça n'a pas besoin à dire, mais la médecine générale de 8 à 5, ça n'existe pas. Ce n'est pas que la médecine générale. Ça, un fonctionnaire fait la même chose. Les fonctionnaires ont bien le mérite de le faire. Le médecin doit en faire ça, on doit en faire ça, parce qu'il doit aimer les gens. Et c'est un problème que malheureusement, on ne retrouve plus actuellement. Ça, c'est grave. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais malheureusement, il y en a trop qui se sont servis des maisons médicales pour justement pouvoir s'en sortir. Et ne plus avoir fini leur journée à 5 heures. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons malheureusement un train, nous avons quand même travaillé jusqu'à l'âge de 78 ans, et c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, on ne demande pas autant, mais au moins que, disons, les médecins généralistes prennent les gens en écoutant, et en interrogeant, en écoutant et en observant les gens. La méthode, disons, est un peu différente parfois, mais le résultat est le même. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant. Quand on parle d'empathie et de bienveillance, tu as tout résumé dans ce que tu viens de dire, parce que c'est encore la relation donc, du médecin vis-à-vis de son patient, ou du soignant vis-à-vis de son patient, et c'est ça l'important, c'est d'écouter. Alors c'est pour ça aussi que je te regarde toujours, je reviens l'excuse, mais quand on a une personne âgée qui est en détresse, ou même une personne qui est en détresse, parce que ça peut être un enfant avec cancer ou un enfant qui a besoin d'aide, c'est bien d'être à côté de celui qui souffre, qui est à côté de celui qui a besoin d'aide. Donc je dis bravo pour ce que tu as fait pour ta maman, parce que sans toi, ta maman ne serait plus là. Et quand je dis sans toi, c'est votre couple évidemment. Donc, mais c'est important, c'est d'être toujours attentif à une personne autour de vous qui pourrait être en souffrance. Mais la souffrance, chacun la vit différemment. Et c'est peut-être pour ça que je suis aujourd'hui devant vous, parce que le jour, ce 4 octobre 2017, quand on m'a annoncé le décès de mon frère, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je me dis, mon frère aurait pu m'appeler. Non, il ne voulait pas me déranger. Et ce divorce qu'il a vécu est tellement destructeur qu'il a préféré s'en aller. Et donc, ce téléphone qui est mon outil de souffrance, puisque au bout du téléphone, ce n'est pas une invitation à aller au restaurant, ni aller en vacances, ni acheter une voiture, rien du tout. C'est quelqu'un derrière qui a besoin d'aide. Et je me dis, mais comment se fait-il que plus de 20 000 personnes ont dû me contacter par téléphone, par texto, par que sais-je, et on a encore vécu cette histoire aujourd'hui. Je me dis, mais comment est-ce possible que d'être au téléphone avec une personne directement, c'est ce que Pierre est en train de dire, parce que ce téléphone n'est plus à la portée du généraliste ou d'un service, parce qu'il y a des opérateurs, parce qu'il y a des secrétaires, parce qu'il y a le mari d'eux ou la femme d'eux. Donc ça veut dire que pour avoir maintenant son médecin généraliste directement au téléphone, c'est ça qui fait que l'urgence, la souffrance, l'atteinte de la dignité, elle n'est pas comprise par tous nos confrères malheureusement. Et je les invite quand même à se poser la question qu'au téléphone, ça peut être eux un jour. J'ai eu des confrères qui étaient dans la souffrance pendant cette période, que j'ai aidé, et ils se sont rendus compte que quand on n'a personne
pour aider. Quel drame psychologique, quelle atteinte odieuse à cette dignité. Et quand on est confronté à la souffrance, quand on voit la mort qui arrive, à petits pas, on se dit, mais comment est-ce possible avec tous les moyens que nous avons? Et voilà pourquoi cette conférence d'aujourd'hui, comme les 20 autres, elles sont toujours pour vous dire, soyez attentifs à ceux qui souffrent autour de vous. Et la première démarche, c'est d'essayer de trouver de l'aide. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, oui, parce qu'en attendant de donner le micro, je peux vous dire que quand nous avons des personnes avec un teint gris, avec un regard de mort et avec cette souffrance sur les épaules, qu'est-ce qui fait agréable après de les retrouver comme aujourd'hui, avec du soleil dans les yeux, avec ce sourire, avec cette vie qu'ils ont récupérée, cette santé qui est maintenant, leur donne maintenant cette liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc je dis merci à la vie. Docteur, Oui. tout d'abord, un grand merci, bonjour. Un grand merci d'avoir soigné ma maman il y a 2 semaines. Une semaine. Je voulais revenir sur ce que la dame derrière moi disait. Donc, lorsque vous avez soigné ma maman, je me suis retrouvée aux urgences parce que j'avais les mêmes symptômes qu'elle. Et les premiers protocoles qu'on a fait, c'est justement une prise de sang. Je pensais faire face à la Covid ou à un rhume. Et après avoir fait ma prise de sang, ils ont découvert un taux de décimère plus élevé que 500. Ils se sont un petit peu alarmés en me disant « Ah, vous êtes peut-être en train de faire une embolie pulmonaire ». J'avais du mal à respirer, j'étais vraiment mal. Et j'ai été assez étonnée, on m'a fait un test Covid, on m'a fait un scanner, ils n'ont rien vu dans le scanner. Ils m'ont renvoyé chez moi avec de l'Afalgan. Et en fait, ça fait 2 semaines ici. Donc j'ai combattu pendant 1 semaine. Je suis allée travailler avec ce que j'avais. Je ne savais pas faire de sport ni rien. À savoir que j'ai une profession qui demande d'être sportive. Et en fait, encore à l'heure actuelle, ce qui m'étonne, c'est de ne pas avoir été soignée, qu'on m'a simplement donné un papier pour me dire que je n'avais pas d'embolie pulmonaire, mais que je risquais peut-être d'en faire une. Ce qui m'a assez étonnée. Hein. Et en fait, encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai parfois du mal à reprendre mon air, je n'ose plus faire mon sport malgré ma profession, et alors j'ai des glaires. Et en fait, je voulais vous dire que même si parfois ils font le protocole correctement, ils veulent, je ne sais pas s'ils le veulent, mais ils passent à côté des choses, parce que moi, mon taux de décimère était élevé. Ils m'ont dit, ah oui, il faudra prendre des vitamines. Ils m'ont rien prescrit. Ils m'ont dit, vous avez du Lafalgan? Oui. Vous avez de l'ibuprofène? Oui. Ben prenez ça, retournez au travail. Écoute, je vais te répondre du tac au tac, parce que c'est ma façon d'être. Tu parles de ta maman. Or, ta maman est allée à l'hôpital. Et On lui a fait, attends, elle a eu Covid, elle est allée à l'hôpital, on lui a fait une prise de sang. David, je pourrais intervenir. Oui. Merci. En fait, voilà. Christine, donc mon épouse, est atteinte d'un cancer. Elle est en traitement oncologique, tout se passe très bien. Tout se passait très bien. Et il y a 3 semaines, il commence à tousser. On avait un fils qui avait fait une pneumonie, qui avait été hospitalisé, mais tout s'est bien passé. Elle commence à tousser. Et température de passage. Le protocole de l'oncologue était, si elle fait 38 de fièvre, venez immédiatement aux urgences, qui se trouvent à côté du service d'oncologie, parce qu'il y a des traitements très spéciaux à donner. On prend sa température, 38,5. Il dit, bon, allez, prépare tes affaires directement, on va aux urgences. On arrive là-bas, le docteur qui nous soigne lui fait une prise de sang, hein, pas de souci, on lui fait les prises d'urine, et puis on fait une radio du thorax, hein, et puis 3 heures après, il se ramène dans le bloc. Bah, madame, vous savoir, vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous, prenez du paracétamol, et ça ira mieux. Bon, puisque ça, on avait respecté le protocole, on ne s'inquiète pas, on rentre à la maison, son état s'améliore un tout petit peu pendant 2 jours, et puis
lundi passé. Matin, de nouveau la fièvre, elle était dans un état pas possible. Je lui ai dit, écoute, il faut retourner aux urgences. Elle me dit, non, pas aux urgences, tu téléphones à David. J'ai pris contact avec David. 2 heures après, David était à la maison. Il me dit, écoute, si tu m'avais pas appelé, ta femme m'avait dans 2 jours, tu l'avais pris quoi. En fait, et la médecine, la doctoresse qui nous a soignés, il l'a soigné aux urgences, et son oncologue qu'elle avait vu pendant la semaine, n'ont rien vu. Il y avait les résultats de la prise de sang, il y avait les radios qui étaient disponibles, elles les ont regardées, elles n'ont pas vu qu'en fait, elle faisait une grosse pneumonie. Et si David n'était pas intervenu et lui donné le lundi directement, il est sorti de la maison, on a été chercher l'antibiotique, on lui a donné, et maintenant elle est là, elle a plus de symptômes. Alors, je me pose la question, je sais que David est un excellent médecin, je lui fais une confiance absolue, mais je me pose la question, est-ce que les médecins qui sortent de l'université et les urgentistes sont-ils encore capables de lire une prise de sang? Parce que dès que j'ai montré la prise de sang à David, il dit « ta femme, elle a ça ». Mais pourquoi est-ce que l'urgentiste ne l'a pas vu? Pourquoi son neurologue ne l'a pas vu? Ils veulent rien voir. Oui, c'est plutôt ça. J'ai toute l'impression qu'à partir d'un certain âge, non, vous êtes assez vieux pour quitter la Terre. Pas dans un certain âge. Ça coûte moins cher. Voilà. Donc, je voudrais encore une fois te remercier, David, parce que tu as sauvé notre vie, tu as sauvé ma femme, tu as sauvé notre couple. Un grand merci. Et je suis entièrement à ta disposition. Encore un témoignage qui appuie un petit peu ce que j'ai expliqué, puisque le CRP était à 24 au lieu de 5, donc elle avait 6 fois plus d'infections que la normale. Et ton fils, qui était à l'hôpital, qui était en pneumonie, oxygène et tout, c'est parce que j'ai donné un coup de téléphone, de me donner du Picard, de donner un macrolide, donc la famille de l'azithromycine, parce qu'il était supplémentaire. Et donc voilà la différence avec mon fils qui a pu sortir 2 jours après. C'est quand ils ont changé l'antibiotique en Picard. Donc c'est pour ça que je me dis, je suis complètement outré de m'adresser à vous comme si j'apporte quelque chose de nouveau. Mais non, j'apporte rien de nouveau. C'est simplement une consultation complète, un diagnostic et un traitement. Et je voudrais quand même que mes confrères, en tout cas les personnes dont tu as parlé, Serge, qui s'imaginent un jour que ça peut leur arriver. Parce que quand on lit une prise de sang, on doit lire pour que le patient aille mieux, pour que le patient soit guéri. Et maintenant, j'apprends à l'instant par rapport à la... C'est ta fille, là, par rapport à ta fille, il y a intérêt à refaire une prise de sang complète de contrôle parce qu'elle a une épée au-dessus de la tête. Et je lui fais pas peur, loin de là. Au contraire, si elle est aujourd'hui, c'est peut-être pas du hasard. Mais une prise de sang, pour voir un petit peu si l'infection est là ou pas, si les dimères sont élevés ou pas, parce que jamais je vais dire à quelqu'un qui a des dimères élevés, fais un scanner, et si le scanner est négatif, débrouille-toi. Non, parce que la thrombose peut être ailleurs que dans les poumons. Hein. Mais quand on a une thrombose avec des séquelles à vie, mais on pleure. Hein. Cet enfant est jeune, cet enfant est sportif, cet enfant a la vie devant elle. Ne laissons pas la médecine la rendre invalide ou pire. S'il vous plaît. Voilà. Et cancer ou pas cancer, âgé ou pas âgé, quel que soit l'état dans lequel le patient est, chacun a le droit d'avoir cette prise en charge humaine pour pouvoir avoir un diagnostic et pouvoir être soigné dans les meilleures conditions, même quand on n'a pas d'argent, même quand on n'a pas de dignité. On doit soigner tout le monde dans ce pays. C'est comme ça. Alors, une petite question, parce que vous êtes ici pour essayer d'avoir de l'information, parce que je sais que vous êtes quand même bien sur la route de l'éveil, vous êtes quand même, je suis content de vous voir, je suis content de vous voir rétabli, vous avez quand même une façon maintenant de prendre en charge votre santé, je vous bravo, je me suis permis d'enregistrer, pourquoi? Parce qu'il y en a encore qui n'ont pas compris qu'ils doivent écouter peut-être d'autres sons de cloche, d'autres prises en charge, et pas seulement des prises en charge de la mort comme dans certains hôpitaux. Voilà, parce que
comment puis-je être en bien-être si maintenant, même dans les hôpitaux, il faut commencer à aller chercher les personnes pour les sauver. Donc ça, c'est complètement opposé à mon serment et à ma pratique de médecin. Il y a 20 ans, j'envoyais les personnes à l'hôpital, c'était rare, mais je les envoyais quand même, pour être soignés, pour être opérés, pour être sauvés. Parce qu'en médecine générale, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Ici, c'est le contraire. On doit maintenant dire à la famille, faites sortir votre papa, votre maman, et je peux vous dire que j'en ai des appels, parce que si vous laissez votre papa et votre maman à l'hôpital avec du dafalgan par rapport à une septicémie, par rapport à une infection grave, attestée par prise de sang, attestée par un bilan, je dis alors, on ne peut plus avoir confiance en l'hôpital ou simplement en la médecine. Et donc ça c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc voilà. Alors, allez, La toute dernière intervention. la terre d'air. Non, ce que je voulais dire, c'est que le docteur Guillon a sauvé nos parents. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on en a pour longtemps, alors, hein, mais disons que mon beau-père était à l'hôpital, on nous a téléphoné qu'il allait mourir, donc de nous préparer, cercueil, etc. Et qu'on avait supprimé le traitement du docteur Boulon, qui lui avait donné en rentrant à l'hôpital. Donc on lui donnait plus de soins, on a dit on ne va pas le mettre sous oxygène, ça ne sert à rien, c'est une souffrance inutile, on va laisser partir sereinement. Donc le docteur Boulon a dit si vous le laissez, il va mourir, il faut sortir de là. Et on s'est demandé, oui, mais on sort, et alors oui, on peut quand même le sauver. Chaque médicament qu'on lui donnait, c'est un espoir en plus, il faut le sortir. Et il a un courage extraordinaire, parce que on a dû le faire sortir en disant qu'on préférait qu'il meure à la maison. On a signé la décharge, à l'instant où on a signé, ils ont tout débranché. Donc plus rien. Hein, plus... Et lui, il n'était pas encore arrivé, on lui a téléphoné. Il dit, mais je suis coincé dans mon sac d'ambulance, donc il a mis la sirène pour aller chercher. Et maintenant, donc là, c'était à Noël 2021 que ça a commencé, hospitalisé. Il est intervenu le 31 décembre 2021. 2022, donc janvier, il s'en est occupé. On est maintenant fin 2023, donc ça va faire 2 ans en décembre. Il est toujours là, mon beau-père, il conduit sa voiture, il fait son jardin, il a tout et il vit. Il vit, alors qu'on devait aller chercher ça. Cher docteur, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous avez dit, ça s'est vérifié avec maman. Sans vous, moi, je ne savais plus à quel sein me vouer. Ce serait tellement... Vous êtes l'abbé Pierre d'une médecine humaine. Et ce serait une salle de médecins qu'il faudrait ici, comme le docteur Pierre, justement, pour être près des patients. Et on ne trouve plus ça. Demander une prise de sang, on nous dit tout de suite que ça va coûter de l'argent et que ça ne sert à rien. On ne nous l'explique même pas. Si on nous en donne des résultats, mais ça ne veut absolument... On n'a aucune explication. Vous avez été là jour et nuit, au téléphone, par mail. Vous avez fait des centaines de kilomètres pour maman. J'aurais aimé que vous soyez là pour mon beau-père, que je ne connaissais pas encore. J'ai une pensée pour Marc, qui a perdu sa fille, effectivement, après des injections, qui a fait une embolie pulmonaire. On a été à votre conférence avec le docteur Perron. C'est là qu'on a pu mesurer à quel point, sans vous, docteur, et je souhaite franchement que vous soyez cloné, parce que vous êtes unique. Merci, docteur. Cette histoire remonte à 2008, 2008, quand ma grand-mère avait 85 ans, me téléphone, David, au secours. Je suis malheureuse. Je suis dans une maison de repos. Donc c'est mon père qui, avec toi, c'est ma grand-mère, vendant sa maison, vendant ses biens, et donc elle était en souffrance. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Je viens, on fait une réunion familiale, et tu décides ce que tu veux. Et la réunion familiale, évidemment, j'ai dû s'ouvrir la table plusieurs fois,
On a quitté la Réunion avec ma grand-mère, elle a vécu la fin de sa vie chez nous, dans la dignité. Elle est décédée à 92 ans. Et moi, les personnes âgées qui sont en souffrance, c'est dans le sang, c'est dans ma façon d'être. Et quelquefois, je ne suis pas compris, c'est dommage. Mais ta maman, elle était en souffrance. Elle avait besoin d'aide, comme elles m'ont, comme toutes les personnes qui m'ont contacté. Et faire Mons-Malmedy est tellement plus heureux pour moi, parce que je sais qu'il y avait une mission à faire, que de faire 4 km pour aller dans un restaurant.